مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم. Alors comme je viens de l'annoncer, on va parler aujourd'hui de la résilience et du bien-être psychologique au travail. Nous allons commencer par une première thématique, si vous le permettez, en relation avec la résilience au travail et comment bâtir une équipe forte et saine. Et la première question, peut-être qu'on peut aborder avec nos invités, elle est en relation avec les facteurs de risque au milieu de travail qui peuvent mettre la résilience à l'épreuve. Alors aujourd'hui, les milieux de travail modernes sont en constante évolution, ce qui rend un peu cette question de résilience importante pour les individus et pour les équipes. On va commencer par attaquer cette première question et s'intéresser aux facteurs de risque au milieu de travail qui peuvent mettre la résilience à l'épreuve et qui peuvent affaiblir l'équipe et la force de l'équipe. Et je vais commencer par passer la parole à Monsieur Razil Bich pour nous dire ce qu'il pense des facteurs et de la façon qui permet de renforcer cette résilience au niveau des équipes. أول حاجة مع السلامة. Je suis très heureux d'être لهنا في Esprit. J'ai été agréablement surpris من الديسكور متاع سي الأخضر. C'est la première fois que je le rencontre. Esprit dans le monde professionnel عندها une notoriété وعندها un nom et une renommée. كي شفت اليوم سي الأخضر وقعدت قبيليك j'ai discuté avec lui, j'ai compris tout le secret. C'est le leadership, c'est un leadership très avancé, avant-gardiste ou en même temps situationnel. C'est un monsieur qui pense. D'abord, il est patriote, où il met en avant le pays, mais en même temps, il est réaliste. Toute sa stratégie est basée sur ce que les autres font de faux. Au Fitounes, on pourrait avancer qu'on devient un peu réaliste et nos politiques pensent un instant, ils disent qu'est-ce qu'on fait de faux. Et dès que l'entreprise, on dit qu'est-ce qu'on fait de faux, on arrive à avancer et à s'améliorer. بالنسبة le sujet ou les facteurs de risque ou la résilience ou le mal-être au travail, c'est un sujet très complexe. En 2011, on a eu la chance, Fitounes, de changer notre manière de réfléchir. Parce qu'avant, les entreprises, on était tous bien protégés et on avait le luxe de gérer à l'intérieur de l'entreprise comme le faisait le dictateur. Parce que on a grandi sous la dictature, suivant في عهد بورقيبة ou في عهد Ben Ali. Donc, on avait un luxe. Aujourd'hui, les choses ont changé et on a dû revoir tout. Donc, si on revient les jeunes qui vont travailler, est-ce que à l'entreprise ou à un citoyen adi, est-ce qu'il sait ce que veut dire le travail? Parfois, vous entendez les adultes parler, voilà, la moralité du travail n'est plus comme avant. Voilà, la valeur morale n'est plus comme avant. On entend souvent ces expressions. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Voilà, ce sont des paresseux. Arbi, Karkar et toutes ces histoires. Tout ça, je parle en connaissance de cause. J'ai 30 ans d'expérience industrielle derrière moi. Comme tout ça, c'est faux. D'abord, le travail n'est pas une valeur morale. Le travail, est-ce qu'il a un sens? Le travail n'a pas de sens. Le travail, c'est quoi son sens? On ouvre le dictionnaire dans toutes les langues, et je vous défie tous. Dans la langue française, le travail. Le travail est un mot, l'origine latine, c'est tripalium. C'est un outil de torture. En allemand,
Arbeit. Arbeit, c'est-à-dire souffrance. En italien, lavoro, c'est aussi la souffrance et la torture. L'anglais, le dictionnaire, labor, c'est les douleurs et la souffrance. Donc, le travail égale souffrance. Je vous défie, hein. Le travail n'a pas de sens. Le travail, au départ, était réservé uniquement pour les esclaves. Et pour travailler, on devait les fouetter. Parce qu'ils n'avaient aucune motivation pour travailler. Et dès qu'on arrête de les fouetter, ils ne travaillaient plus. Je vous défie une autre fois. Je vais au médecin, le métier le plus noble au monde. Ou on j'ai mal, je vais être soigné, mais j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pas. Parce que le travail n'a pas de sens. On travaille tous pour l'argent. C'est pour ça que l'homme moderne a créé le management. Le management n'est autre que le fouet. Et le management a créé le salaire pour qu'on travaille tous. Donc, à l'entreprise, avant de parler de problèmes psychiques, de surchauffe mentale, on doit parler, et de psychologie, on doit comprendre que le travail n'a pas de sens. Donner du sens au travail, c'est offrir sa raison d'être. Donc, ahna, pour éliminer et motiver, le bien-être, c'est quoi? C'est quoi le bonheur? C'est la cessation de la souffrance. Dès qu'on ne souffre plus, on est heureux. Donc, le bonheur, il gît à la cessation de la souffrance. Donc, dans un milieu de travail, dès qu'on donne un sens au travail, on va rendre les gens heureux. Et dès qu'on motive les gens à travailler, en leur donnant un motif. Donc, un chef d'entreprise éclairé qui voudrait avoir une équipe heureuse doit d'abord leur donner un sens au travail. Le grand problème complexe dans ce pays, Tunis, et pourquoi les Tunisiens ne sont pas très productifs, surtout dans les institutions publiques, aqal fil privé, mais c'est kiff, le rendement moyen ne dépasse pas 45%, n'arrive pas à la moyenne, Tunis. Parce que, Tunis, le patron ne comprend pas le terme de sens. Et il ne veut pas donner de sens au travail. Il ne s'efforce même pas. Au Tunis, le problème, c'est que le salaire ne suffit même pas aux besoins primaires. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes, ils envahissent les cafés. Ils disent que je préfère rester chômeur que de travailler, car le travail ne va pas changer ma vie. Avec le contexte tunisien est très complexe par rapport au contexte européen. À la khatra fi bledna, le salaire ne suffit rien du tout. En Europe, SMIC, on peut vivre avec. Et honnêtement et confortablement. D'ailleurs, خواتنا التوانسة في الخارج 80% عايشين بالسميك ou viennent ici avec les grandes voitures. Ils sont même inscrits, c'est les champions du chômage. Donc, donner un sens. Fi Tunis, on ne peut pas donner le sens ou on motive pas avec le salaire. Et c'est très complexe. On doit d'abord comprendre via les psychologues et les sociologues qu'on dénigre dans ce pays. Dans ce pays, qui parmi les chefs d'entreprise accompagne sa stratégie? خاطر احنا في تونس عندنا un changement situationnel ديما.
على ذلك l'entreprise doit adapter la stratégie et le leadership suivant les situations et les circonstances. C'est pour cela qu'on a besoin d'un psychologue et d'un sociologue qui va nous éclairer et voir le problème du Tunisien et transformer l'entreprise en une dimension sociale متاعها وتعطي la solution وتعطي le bien-être social. Je vais arrêter, sinon je vais parler. أنا تجربتي الخاصة نجم نحكي عليها. Et je ne parle pas de théorie. Donc, l'entreprise MTI, j'ai eu le déclic après la révolution. Parce que moi, j'étais un pire dictateur que Ben Ali. Oh, c'est un enfant de cœur par rapport à moi. خاطر تربيت في ألمانيا وجيت من ألمانيا بخلاف rigidité allemande نقى تونسي يحكم شيخ عملت كيفه et plus. À l'aube de la révolution, j'ai eu un déclic psychique وقلت je dois me rechercher, je dois refaire. توا après 10 سنين, donc j'ai 800 employés, j'ai tout transformé. هديت même le حيوت, j'ai pas de mur, j'ai fait des jardins. Chez moi, نعملو yoga. Chez moi, on fait du théâtre. Chez moi, on fait 3 fois par jour du sport. Vous n'allez pas le croire. أنا نعمل réveil musculaire ونعمل gymnastique japonaise وعنا l'after work. Chez moi, je paye pour les femmes qui veulent faire du fitness, je leur paye. Chez moi, je prends en charge l'accouchement des femmes. Ces femmes à qui on refuse le fait de se marier. في تونس ستاجير ما عادش حق تعرس. في تونس تمشيش تحبل وانت ماكش تيتولير طردوك. في تونس le seul pays معناتها باش تفهموا قمة تدني الأخلاق. Quel sens? Quelle éthique? في تونس on tire un bébé après 2 mois de sa naissance من أمه. Sachant qu'on a ni crèche ni rien, كل à chaque choc. Chez moi, je donne 3 années, entre 1 année à 3 années de congé de maternité. C'est la moindre des choses. Chez moi, je prends en charge dans des cliniques. تعرفوا لي الخدامة qui تبدا باش تولد césarienne, elle stresse parce que ça coûte plus à l'hôpital. تحب تولد naturellement parce que parfois ils n'ont pas à payer ça. Donc chez moi, je prends en charge les mamans. في كل شيء au VIP. ونهدي لهم بوكي نوار. نحبهم يولدوا comme des bourgeoises. Et ça, c'est donner du sens. Chez moi, je fais des cours d'histoire. Je donne des cours. نجيب عبد العزيز بالخوجة. على خاطر, ça les rend fiers de savoir leur histoire. اللي هما sont les fils de عليسة وحنا بعل. وينسى يقولوا له عربي وخايب ومكش باهي واحد. C'est pas vrai tout ça. Chez moi, je donne des cours. ساكن الخدامة يمشيوا للبنك يغشوهم. ما يزيش لي بانكير غشاشة هما دو ناتور. زيد يلقاه جاهل. دونك احنا نقريوهم. في الناس اللي تخدم ont un grand problème. La femme au travail a un grand problème. C'est l'éducation de l'adolescent. Chez moi, on enseigne ça pour les filles. Chez moi, j'ai créé, oui, marhaba. Chez moi, j'ai créé l'ascenseur social pour donner du sens. À 90% de mes cadres sont reconvertis. أنا ما نقبلش اللي قاري ingénieur في Chicago, Texas, Houston, INSA, Toulouse ou je ne sais pas quoi. Je recrute la majorité, c'est des archéologues, philosophes, sociologues, caméramans, ergonomes. Oui, خاطر شومريت وهذوما issus des familles pauvres. Aujourd'hui, في تونس, issus d'une famille pauvre, on n'a pas d'espoir. Donc, si l'entreprise recrée l'espoir, elle donne du sens à ce qu'on fait. Donc, 90% de mes cadres, mudirine, top management, mécanique bateau, caméraman, master en archéologie, وعندي ergonome. هذوما وين باش يخدموا. Donc, l'entreprise doit recréer l'ascenseur social. Donc, j'ai créé
une école intégrée, homologuée, comme les techniciens supérieurs en habillement. Moi, je suis dans la confection, donc je recrute les gens. Normalement, reconversion, نخلق ascenseur social. هذا يعطي le bien-être parce que les gens يحسوا فما un motif وعطينا un sens, عطينا une valeur morale. Dès qu'on donne une valeur morale, on donne un sens. Et donc, dès qu'on donne un sens, la fatigue, la maman, on peut faire 24 heures, 48 heures sans dormir pour son enfant. Parce qu'il y a un motif. Un papa peut travailler 3 boulots par jour. Maghir ma yit'ab. Maghir ma yqoul, je suis fatigué. Et il est résilient si on parle de résilient. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un motif. C'est ses enfants. Donc l'entreprise, dès qu'elle donne un sens, tout change. Et on peut faire de la culture, on peut faire tout faire. Juste que le problème, c'est les écoles de management, et je le dis, et je le répète, les écoles de management, ils enseignent un truc révolu. Aujourd'hui, l'homme, il au centre de l'intérêt de l'entreprise pour que ça fonctionne, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'accepteront jamais ce que les générations ont accepté. Donc tout a changé. Dès qu'on donne un sens, et merci. Merci, on passe le micro à madame. Merci pour ce témoignage, monsieur. Madame Rim, si on considère, oui, d'accord. Madame Lim. Oui, Madame Lim. D'accord. Madame Lim, si on va considérer que l'équipe, elle est construite de personnes qui ont un sens en travaillant, d'accord, et qu'ils sont entourés par un ensemble de facteurs qui les motivent. Bâtir une équipe résiliente en présence d'incertitude, de changement, surtout avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, n'est pas aussi évident. D'accord? Quels sont les autres facteurs? Quels sont les aspects que aujourd'hui, à la base de votre expérience, vous pouvez nous recommander aujourd'hui, vous pouvez nous décrire pour renforcer ce travail d'équipe et renforcer aussi la résilience de nos employés au niveau des entreprises? Merci beaucoup. Je suis bien heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je suis ravie de rencontrer si Moaz, donc, et de ce témoignage extraordinaire parce que il est Razi, Monsieur Razi, Monsieur Razi, dans le vif du sujet. Je viens de faire sa connaissance, ça fait quelques minutes. D'abord, pour les facteurs de risque, un des facteurs de risque aujourd'hui principal, c'est que les changements, les cycles de changement sont non seulement courts, mais très rapides. Et donc, d'où la résilience, d'où la nécessité d'être résilient. Bon, il y a le Thawra li sarat en 2011, mais il y a également le Covid qui nous a également appris sur nous-mêmes comment rebondir, comment réajuster le tir, comment faire face à ça. Alors, par rapport à la question de sens qui a été posée tout à l'heure, je raconte une petite histoire, j'ai toujours envie de raconter. Peut-être que vous la connaissez, le fameux casseur de pierre. Il y a un monsieur qui passe, il a ثلاثة من الناس يكسروا في الحجر. سألوا لاني قالوا فاش تعمل؟ قالوا نكسر في الحجر. سأل الثاني قالوا فاش تعمل؟ قالوا نخدم على روحي. سأل الثالث قالوا فاش تعمل؟ قالوا je suis en train de tailler cette pierre parce qu'on va construire un édifice. Et cette pierre va aller dans cet édifice. Effectivement, il y a une différence entre le premier et le troisième. فما ناس عايشين سبهللة ما عندهمش objectif, ما عندهمش sens, ما يعرفوش هكا قالوا كسر حجر كسر حجر. والثاني خدمته كسر الحجر. الناس يحكيوا يقول لك نحلل في فلوسي. والثالث قاعد il est en train de tailler cette pierre parce qu'il sait exactement وين باش تمشي كل pierre هذيك وشنو هي sa contribution في l'édifice. Effectivement, comme a dit Serazi, nous sommes plus des donneurs d'instructions et des donneurs d'ordre, nous sommes des donneurs de sens. Nous sommes des donneurs de sens parce que كي تعرف معنى الحاجة اللي تخدم فيها تولي تخدمها بطريقة أخرى. تخدمها بالmotivation وتخدمها بالengagement وتخدمها en étant investi. Ça, c'est un point. Maintenant, ما عطاوناش le sens ici. Moi, je viens d'une génération où peut-être qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir ce sens. Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce que vous faites, vous, étudiants? Le futur, qu'est-ce que vous faites? Sens. On crée notre propre sens. Certainement, un rêve. Rêvez, rêvez. Parce que même moi, aujourd'hui, à mon âge, je rêve. Rêvez pour la Tunisie, rêvez pour vous-même. Rêvez pour vous-même, Aïsidi. Et essayez de vous rapprocher de votre rêve à chaque instant. Un petit millimètre. Donnez-vous des objectifs. كان نسألكم اليوم كل واحد فيكم شنو هو الأوبجيكتيف نتاعو؟ عنده هدف؟ صحيح قاعدين نقراو يلزمنا ننجحوا etc. Mais شنو الهدف نتاعك؟ وين تشوف روحك؟ Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Projetez-vous dans 20 ans. Trouvez du sens à ce que vous faites, à ce que vous êtes, et revenez ici pour bâtir par rapport à ce rêve ou à cet objectif. Parce que vous savez, il y a un danger quand on n'a pas d'objectif. Quel est le danger quand on n'a pas d'objectif? Quel est le danger? شكون يحب يجاوب؟ Il y a un danger ولا لا؟ Il y a un risque. Quel est le danger quand on ne sait pas où on veut aller? On vire, on s'éparpille, on va dans tous les sens, on perd du temps, on n'est pas efficient, etc. Non, non, il y a plus dangereux que ça. Il y a beaucoup plus dangereux que ça. Quand on n'a pas un objectif, sachez une chose. Il y aura quelqu'un juste à côté. Ça peut être le patron, ça peut être la mère, le père, le fils, le mari, la femme, qui va vous trouver un objectif et qui va vous faire travailler pour son objectif à lui. Et ça, c'est dangereux. Moi, je suis coach professionnel. Je m'appelle Rim Kassous. J'ai introduit le coaching en Tunisie il y a plus de 20 ans. J'avais expérimenté le coaching au Canada. Alors moi, je suis tunisienne, 100%, sortie de l'école publique, de l'université publique. J'ai eu une bourse d'État et je suis allée à Paris-Dauphine. Puis après ça, je suis allée au Canada pour faire mes études en marketing à l'époque. On était en pleine récession en 91, 92. Qu'est-ce que je fais? Il faut avoir quand on a un rêve, il faut faire tout pour l'atteindre. Et c'est ça qui nous motive. Je vais pas attendre à ce qu'on rêve pour moi. Je rêve pour moi-même. Et enfin, bref, pour faire une histoire courte, je découvre en cours de route le coaching. Je venais d'avoir une promotion, j'étais dans une banque et on me dire félicitations, est-ce que tu nous autorises à te faire coacher? J'ai dit c'est quoi ça le coaching? Fait bel les sports allez, n'aide-moi à la promotion, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça et il m'avait dit une chose, il m'a dit on veut que vous soyez très rapidement opérationnel sur le nouveau poste et dans le nouveau cadre rêvé. Donc on m'a mis quelqu'un qui était à mon service, m'écouter, travailler dans mon intérêt et l'intérêt de l'entreprise pour aller plus vite, plus haut, plus rapidement, plus loin. Et c'est ça mon travail aujourd'hui. Alors, je suis coach professionnel et je coach des dirigeants, je coach des cadres, je coach des individus, je coach des ouvriers, je coach des personnes qui veulent atteindre des objectifs plus rapidement et plus efficacement, et je dirais plus sécuritairement et plus écologiquement. Maintenant, dans ce qu'a dit Siraz, il y a quelque chose qui m'a interpellée qui est juste. C'est le leadership. Aujourd'hui, on a besoin de leaders pour nous donner du sens et on a besoin de leaders pour nous aider à atteindre notre rêve. Et le leadership n'est pas, il n'a jamais été inné, mais ça s'apprend aussi. Le leadership, c'est une compétence essentielle aux managers d'aujourd'hui. Exercer du leadership ou être leader veut dire, dans mon livre à moi, donner envie aux autres de nous suivre. Donner envie aux autres de nous suivre veut dire les motiver, mobiliser, leur donner du sens. Tout ça est vrai. Mais vous, qui allez intégrer des entreprises ou allez créer votre propre entreprise, vous allez d'abord commencer par prendre le lead de votre propre vie. Prenez le lead de votre propre vie et décidez pour vous, faites vos choix, décidez qu'est-ce que vous voulez faire de votre temps, de votre capacité, de vos capacités, de vos compétences, de vos talents, et aller dans ce sens-là. Donc, juste, leadership, c'est une compétence essentielle aujourd'hui. Au même titre que la résilience ou l'agilité, ce sont les nouvelles compétences en soft skills qui sont aujourd'hui très importantes pour nous permettre d'intégrer, d'accéder au monde du travail. Ma juste la technicité. Je suis ingénieur. Ça y est, je suis ingénieur. Voilà. Je suis ingénieur. Bye bye. Non. Sachez que votre technicité est importante,
mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Alors, la question qui se posait tout à l'heure par rapport à quelles recommandations? Moi, j'ai pas de recommandations. Je vous demande simplement d'établir vos choix, de faire vos priorités, de rêver, d'écrire votre rêve, de le visionner et de tout faire pour l'atteindre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. On va faire peut-être le relais. Merci. Alors, on essaie de cadrer. Une équipe qui est motivée, elle a un sens pour le travail. On présente un leadership qui essaie de motiver et de donner l'exemple, mais surtout des personnes qui forment ce groupe-là de travail, qui ont la capacité de retrouver dans les challenges des possibilités d'évolution. Il se trouve que quelque part, on fait une relation assez importante entre leur résilience et leur bien-être. D'accord? Alors, la question qui se pose, quels sont aujourd'hui les dispositifs organisationnels et politiques qui doivent se trouver au niveau de l'entreprise pour aider le leadership à mener cette équipe, mais pour aider chaque individu, comme Madame vient de le dire, à se retrouver, à être bien dans son corps et dans son esprit pour aboutir à réaliser ses propres objectifs avant même de réaliser l'objectif de l'entreprise et de l'équipe. Merci. Je voudrais vous adresser ma reconnaissance de m'avoir sollicité pour ce panel. Et également, je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici pour discuter au sein de ce panel de cette thématique sur laquelle je travaille d'ailleurs. Et je voudrais, pour répondre à la question, pour être dans le cadre, donc de reprendre un peu le témoignage de Sitar et également de ce qu'a dit Sirazi et également de ce qu'a dit Madame Lim. En fait, ils ont tous tracé ou partagé qu'ils ont donné du sens en fait à ce qu'ils font. Chacun à sa manière. Donc Sitar avait dit voilà, moi j'espère que mon entreprise va disparaître. C'est assez intriguant. Donc comme mission. Sirazi, alors vous nous mettez au défi, je vais vous mettre au défi aussi, pour dire que vous avez fait le témoignage, pour dire le travail en fin de compte est source de bien-être psychologique. C'est ce que vous avez façonné votre travail pour que ça devienne justement source de bonheur, et vous avez façonné votre entreprise pour que cette institution devienne un lieu de bien-être pour les employés. Et puis donc Madame Rim également qui a tracé qui a partagé avec nous son parcours professionnel pour dire qu'elle a senti qu'elle était dotée d'une mission pour venir en Tunisie pour innover et proposer quelque chose pour le mettre au service de l'autre, donc qui est le coaching et qui est le développement professionnel des autres. Donc autant dire que tous ces témoignages sont portés par un élément important, donc c'est le sens. Donc ce sont donc là des témoignages qui nous disent que nous ne sommes pas limités au travail au quotidien, aux activités au quotidien. Je n'ai pas entendu non plus des difficultés insurmontables sur lesquelles donc les présents ici se sont arrêtés, mais à chaque fois donc ils ont été dans la résilience en fin de compte. Donc là c'est vraiment un témoignage, des témoignages sur la capacité de chacun à s'adapter aux différents régimes politiques. De un, donc le cadre donc macro, et puis le cadre micro aussi, parce que quand on gère une entreprise avec ses hommes et ses femmes, c'est la tâche donc la plus difficile. Pour ne pas m'étaler davantage donc sur différents aspects, je dirais que pour qu'une équipe donc puisse s'adapter aux différents aléas de l'entreprise, mais également aux différentes difficultés que peuvent ressentir les membres de l'équipe, c'est le soutien institutionnel et le soutien managérial. Et là, ça me fait réfléchir à la notion d'authenticité. Comment un employé, un cadre, un ingénieur pourrait être authentique, c'est-à-dire accepter ce qu'il est,
dans ses points forts, dans ses axes d'amélioration, comment l'entreprise accepte également la disparité entre les différents employés et met en place toute une stratégie donc d'accompagnement à la carrière. Comment ça pourrait se faire? C'est en ancrant une culture d'attachement à l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, une culture d'attachement? Parce que le sens, en fin de compte, est étroitement lié à l'attachement. Comment on bâtit le sens? Si on ne donne pas une signification à ce que nous faisons, si nous ne donnons pas une direction à ce que nous faisons, et si nous ne donnons pas un objectif. Alors, l'objectif, c'est pas de réaliser une tâche dans un mois, dans une année. Donc, pour faire un entretien annuel d'évaluation et pour avoir une prime. Non, un objectif, c'est un objectif de vie. C'est un accompagnement qu'on se fait. Donc là, en complémentarité à ce que je pourrais faire une institution, donc pour la gestion ou l'accompagnement, donc à la carrière de ses employés, mais nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Et là, moi, je dirais, c'est qu'au-delà de la responsabilité, donc institutionnelle, il y a une responsabilité individuelle. Cette responsabilité individuelle, donc là, je vois je crois des alumni, donc des ingénieurs, des responsables, donc au sein des entreprises. Je dirais, ça se crée quand on fait un point, à un moment donné, avec soi, en nous posant la question, qu'est-ce qui nous motive dans la vie avant que ce qui nous motive dans le travail? Est-ce que je veux travailler pour avoir un poste? Est-ce que je veux travailler parce que je veux servir un métier ou je veux travailler pour une cause, donc beaucoup plus grande que ça, pour mettre mes compétences, pour mettre mes aptitudes, pour mettre mes talents au service de quelque chose donc qui est plus grand. Et là, je mets davantage la responsabilité sur les individus pour dire quelles sont les valeurs à un point bien déterminé, quelles sont mes valeurs. Et chacun pourrait faire un point par rapport à ses valeurs et construire tout son chemin donc par rapport à ce qui est important à ses yeux. Je reviens un peu sur mon expérience parce que moi, je ne suis pas que universitaire. Moi, je suis passée par l'entreprise. J'ai occupé donc le poste de responsable ressources humaines dans différents secteurs d'activité, au risque de déplaire, dans le secteur bancaire. Alors, dans le secteur de la microfinance également. Et donc, sachant que j'ai fait, alors je vais un peu tracer mon parcours pour dire que la résilience, en fin de compte, est étroitement liée au sens et à l'objectif qu'on met dans sa vie. Moi, j'ai réussi mon bac avec 10,00 en ayant effectué un bac scientifique de physique-chimie. Et j'avais pas le choix, en fin de compte, pour choisir une filière universitaire parce que les choix étaient forcément limités donc aux moyennes. Donc j'étais sous l'influence de mes parents pour dire justement voilà, tu fais une filière scientifique à l'étranger. Je l'ai pas fait. J'avais choisi de faire psychologie. J'avais fait 6 mois dans une école donc de beaux-arts. C'était juste aléatoire pour pouvoir faire passer le concours de réorientation au mois de mars. Et concours donc pour des concours de circonstances. Et le hasard, on dit le hasard, mais Pasteur avait dit le hasard ne sourit qu'aux esprits donc bien préparés. J'étais la seule à me présenter pour ce concours de réorientation en psychologie. J'ai été prise. Donc à cette époque-là, c'était le diplôme de maîtrise. Et on avait 2 ans de tronc commun, donc première année, deuxième année, au cours donc desquels il fallait faire une orientation, une spécialisation, donc parmi 4 spécialités en psychologie. Et il y avait la psychologie du travail. On n'était que 3 à choisir la psychologie du travail. Et donc, on ne pouvait pas nous dispenser des cours parce que l'effectif était trop réduit. Donc, on nous a fusionnés avec une autre institution. À ce moment-là, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec la psychologie du travail? Donc, c'était en 2000. Qu'est-ce que tu vas faire? L'entreprise ne croit pas aux psychologues et encore moins aux psychologues du travail. Tu vas te confronter aux responsables de ressources humaines
qui fait lui une formation en école de gestion, en école de commerce. Autant donc d'éléments pour démotiver et pour changer en fait de cursus. J'ai tenu bon, faut dire que je suis un peu têtue, mais mais ça a servi parce qu'aujourd'hui, après combien d'années? 20 ans, l'entreprise est dans le, pas dans la demande, au-delà, dans le besoin d'avoir un psychologue du travail pour soutenir justement les difficultés, on va dire, les difficultés d'adaptation, mais surtout pour mettre en place des outils d'accompagnement et de prévention à ces risques qui peuvent submerger. Donc, les risques lesquels? Ce qu'on appelle le brow-out, c'est la perte de sens. Donc, la perte de sens dans son activité, la perte de sens donc du travail qui pourrait même aboutir à la perte du sens dans la vie. Et donc, je reviens ici à la charge pour dire que qu'est-ce que le travail? Faut demander peut-être aux retraités, qu'est-ce que le travail? Et les personnes qui partent à la retraite se sentent complètement avides d'existence parce qu'ils ne travaillent plus. Parce que le travail n'est pas seulement une mise en pratique de ses compétences ou une application donc d'une activité. C'est une vie sociale. C'est être reconnu. C'est être soutenu avec les autres. C'est communiquer et c'est évoluer. Donc, quand on perd tous ces éléments, on est dans la perte de sens. Donc, un leader, je dirais chacun est leader en fin de compte. Donc, quand il mène une activité. Une équipe, donc, devrait se soutenir mutuellement, mettre à son centre les valeurs humaines et les vertus humaines qui sont en l'occurrence le courage, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens de se tromper. Se tromper n'est pas un vice. Se tromper, c'est un moyen d'apprendre. Et là, c'est un message pour les responsables ressources humaines, les responsables d'entreprise et également donc les ingénieurs qui sont là. Il faut se tromper parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend, dans les erreurs qu'on développe la résilience et qu'on développe des solutions. Vous le savez mieux que moi, c'est la résolution de problèmes qui est la première compétence donc pour la résilience. Merci. Alors c'est clair que la santé au travail c'est pas un luxe, c'est une obligation, mais surtout c'est une obligation pour la performance. Et que en ayant ces qualités-là de manière individuelle ou dans le cadre d'une équipe menée par un leader, c'est très important. Sauf que chaque membre aussi, il n'est pas en train d'évoluer dans un cadre positif, d'accord, instauré par l'entreprise principalement, mais peut-être aussi qu'on va lui apprendre à travers les pratiques, les mesures qu'on va mettre à l'entreprise. Il ne pourrait pas probablement contribuer avec efficacité à la réussite de l'équipe. Alors peut-être la question qu'on va discuter maintenant, ce bien-être-là en relation avec la psychologie positive et le cadre positif. Quelles sont aujourd'hui les nouvelles tendances? Quels sont les éléments qu'on doit mettre en place au niveau de l'entreprise pour former ce cadre, offrir ce cadre aux employés, aux managers de manière générale? Et je pose la question à Silam par rapport à cette thématique-là. Okay, merci beaucoup pour cette thématique. Comme ça a été signalé, que ce n'est pas une thématique très classique lorsqu'on parle de l'entreprise. C'est bien aujourd'hui en Tunisie qu'on commence à avoir ce genre de panel. Heureusement, aujourd'hui, nous avons une science qui est toute nouvelle, la science, comme vous l'avez cité, la psychologie positive. C'est l'une des dernières disciplines de la psychologie qui a vu le jour dans les années 2000, à la fin des années 90, et qui ramène un ensemble d'outils qui émanent de la psychologie classique. Lorsqu'on dit psychologie, nous, on pense immédiatement aux mental diseases, aux problèmes mentaux et tout. Avec toutes ces techniques, avec toute cette étude de la psyché humaine, comme on a pu résoudre le problème de la dépression, le problème de l'anxiété, le problème de la bipolarité, on a trouvé avec ces mêmes outils-là, on peut avancer pour améliorer la vie des personnes qui sont normaux, des personnes normales,
Ces personnes-là, ils n'ont pas besoin d'aller se faire diagnostiquer dans un hôpital psychiatrique. Ils vivent normalement, mais la psychologie aujourd'hui et les outils de la psychologie peuvent leur amener des outils pour s'améliorer. Je reviens à quelques interventions. Je partage la définition littérale du travail, la souffrance et tout. Mais je dis à Serraz, la psychologie positive, il y a plusieurs études qui ont été faites qui ont démontré que les gens qui travaillent sont plus heureux que les gens qui ne travaillent pas. Ça, c'est une étude, une recherche qui a été faite, mais aussi les gens qui ont du meaning, qui ont un sens dans leur travail et dans leur vie aussi sont plus heureux que les gens qui n'ont pas de sens dans leur vie. Et lorsqu'on parle du bonheur, le bonheur, c'est la définition du bonheur, elle est un peu complexe. Et la psychologie positive, dès qu'elle a commencé, elle a défini le bonheur. Parce qu'on peut pas parler de quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Et on peut pas faire de la recherche sur un concept, sur un construit qu'on n'arrive pas à définir. Donc, le bonheur ne se limite pas à un seul mot. Le bonheur, parfois, c'est la santé. Le bonheur, c'est la famille. Le bonheur, c'est l'argent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Très rapidement, je donnerai deux modèles qui sont les plus connus. Le modèle du fondateur de la psychologie positive. Il dit au minimum, pour parler de bonheur, il faut parler de 5 piliers. Il appelle son modèle le PERMA. Donc, on parle de P, positive emotion, les émotions positives. La gratitude. Lorsqu'on travaille dans un milieu de travail, lorsqu'on reconnaît la tâche, lorsqu'on apprécie l'effort d'un employé en entreprise, c'est-à-dire nous sommes en train de faire régner des émotions positives. C'est ce qu'on appelle la gratitude, la reconnaissance et l'appréciation envers cette personne-là. La fierté, lorsqu'on dit voici notre employé, nous sommes fiers de t'avoir ici dans notre entreprise. Ce sentiment de fierté ramène beaucoup d'émotions positives et ramène une composante du bonheur qui est le positive emotion, les émotions positives. La deuxième composante, c'est le E, c'est l'engagement. L'engagement. Un employé, pour pouvoir être engagé dans son travail, il a besoin, il peut atteindre même des niveaux qu'on appelle le flow, c'est-à-dire il rentre dans un milieu de travail, il ne compte plus le temps. Tellement il est concentré, tellement il a du sens dans ce travail-là, il ne compte plus le temps et il est dans une immersion complète. Et ça, c'est un niveau. Des gens qui dénotent d'un certain bonheur, ils ont trouvé que la source de leur bonheur, c'est cet engagement dans le milieu de travail. Donc aujourd'hui, le travail, c'est une source de bonheur sur ce deuxième aspect. Le troisième point qui est le plus fondamental, c'est le plus important dans le bonheur. Et on peut pas, alors, elle est très difficile qu'on soit heureux si on n'a pas à se payer cette composante-là. C'est le R du PERMA, c'est relationship. Ce sont les relations. Et si on n'est pas intégré dans une équipe, que ce soit au travail, en dehors social, puisqu'on parle dans le domaine du travail, le type des relations au milieu du travail sont fondamentales et ce type-là, il est important pour faire acquérir du bonheur à ses employés. Non pas n'importe quel type de relation. C'est pas le type de relation à 5000 amis sur Facebook, mais ce sont des relations qu'on appelle et qu'on qualifie high quality relationships. Ce sont des relations qui sont qualifiées de relations sécurisées. C'est la personne sur laquelle on peut lui raconter lorsqu'on est en problème. Lorsque j'ai un bon relationnel avec mon chef hiérarchique et je peux lui raconter mes petits problèmes, ça, c'est très, très important pour l'acquisition, pour offrir un monde de bonheur en entreprise. C'est la raison pour laquelle on parle d'écoute. Serraz, tout à l'heure, il nous a donné un panorama d'outils qu'on peut déployer en entreprise pour donner cette richesse de relations. Imaginez un tout petit peu, on a eu je me suis dit pourquoi je peux pas travailler dans ce genre d'entreprise, pourquoi on n'arrive peut-être pas à esprit à offrir ce que Serraz vient de présenter, parce que il en a donné un type de relationnel avec lui et son employé. L'employé dans cette entreprise-là, il va la protéger. L'employé dans cette entreprise-là, il a le sens de belonging, le sens d'appartenance. C'est son entreprise à lui. Il a acquis cette entreprise. Pourquoi? Par cette bienveillance relationnelle qui a été assurée par le leadership. Les deux derniers, donc on a parlé de positive emotion engagement and relationship. Le M et le A. Le M, c'est le meaning. C'est très difficile d'être heureux dans sa vie, d'avoir le bonheur si on n'a pas un sens pour notre vie. Si on vit au jour le jour et on sait même pas qu'est-ce qu'on va faire le lendemain et surtout l'objectif de ce qu'on va effectuer dans la journée. Et le dernier, c'est le A, c'est l'achievement. On a besoin de se lancer sur des goals, sur des objectifs, et on a besoin de réaliser ces goals-là, et surtout avec l'achievement, nous avons besoin de reconnaissance. Un employé en entreprise, quel que soit son niveau,
il a besoin que son travail, sa contribution soit bien appréciée et soit bien reconnue. Et là, toute la recherche qui a été faite sur tous ces aspects-là montre que ça augmente la motivation. Ils sont même allés chercher la valeur de l'action de l'entreprise. Lorsque l'entreprise a un niveau de bonheur supérieur, le niveau de l'action, il évolue beaucoup mieux qu'une autre action. L'innovation, la créativité, le nombre de jours de maladie, de congés de maladie. Vous savez que à Starbucks, par exemple, ce que dépense Starbucks en assurance maladie dépasse ce qu'elle dépense en achat de café. Elle dépense plus sur les maladies que pour acheter du café. Pour donner, ça c'est l'importance aujourd'hui de considérer ces outils de positivité qui vont ramener, qui vont offrir un environnement de bonheur, un environnement d'épanouissement dans l'entreprise. C'est pas un luxe. C'est pas une perte de temps comme ça pourrait être pensé par certains leaders. C'est pas, on va gâter nos employés dès lors on peut plus les manager. C'est complètement le contraire. C'est que il va donner une certaine ambiance positive de travail. Et cette ambiance-là, elle ne va que augmenter la productivité, limiter les problèmes, les sabotages et tout, augmenter la coopération entre les équipes, augmenter l'efficacité dans le travail. Et le point le plus important ce qui distingue la psychologie positive aussi de l'autre psychologie, je reviens à ce qu'a dit Siraz tout à l'heure, quand le bonheur pour lui l'a défini, je me permets de faire cette interaction, c'est lorsque la cessation de la souffrance. Lorsque le fondateur de la psychologie positive, dès qu'il a commencé, on va dire voici la psychologie positive. Et le positivisme n'est pas la cessation de la souffrance, parce que l'on cesse de souffrir, on est dans un état neutre. On n'a pas encore commencé. Quand est-ce qu'on va commencer? Lorsqu'on va améliorer, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'état 0, qu'on va commencer à aller à niveau 5, au niveau 20, au niveau 30. Mais je comprends bien, même dans notre culture arabo-musulmane, lorsqu'on nous demande notre santé, comment allez-vous? On a tendance à répondre les baisses. Yani les baisses. Pas de souffrance, pas de problème. Yani on considère dans notre mental que le fait de ne pas avoir de problème, nous allons bien. Non, c'est la psychologie positive pour aller bien. Non. À part cette cessation de souffrance, il y a d'autres choses. Il y a beaucoup de chances dans la vie il faut en profiter de ces choses-là. Pour revenir à la thématique de ce panel, la résilience. Il y a plusieurs équipes maintenant qui travaillent sur la psychologie positive et fondamentalement, la résilience, l'équipe de Berkeley, les Américains, ils ont travaillé sur ça. Ils ont défini que pour pouvoir être résilient aujourd'hui, il y a 4 aspects. On doit se lancer sur 4 aspects pour les favoriser. Ça a été traité par Madame Ben Youssef, c'est l'authenticité. Si vous offrez un environnement de travail à vos employés et ils seront obligés de prendre 3, 5, 6, 20 masques par jour, un masque pour parler avec le collègue, un deuxième masque pour parler avec le premier responsable, un troisième masque ou les 5 masques pour parler avec le directeur, ces gens-là, ils vont épuiser leur énergie en étant non authentiques. Faites de telle sorte à laisser vos employés dans un environnement authentique, dans un environnement d'échange, d'expression, de partage et sans jugement. On doit s'accepter l'un et l'autre. Première chose, c'est l'authenticité. La deuxième chose, c'est le mindfulness. Il faut prendre le temps d'apprécier le moment présent. Il ne faut pas toujours être préoccupé par les peurs du futur et le regret du passé. Ah, on aurait dû faire, on aurait dû, pourquoi on n'a pas fait ça, ou on a perdu telle appel d'offres, ou on a perdu, voilà, comment ça va se passer, comment ça va marcher. Non, on a besoin de vivre le moment présent et en vivant ce moment présent-là, on va avoir plus de capacité mentale pour pouvoir vraiment résoudre nos problèmes. C'est la capacité. Un manager ou bien un ingénieur, son objectif, c'est la résolution de problèmes de tous les jours. C'est la prise de décision, c'est le raisonnement. Et pour faire ce raisonnement, on a besoin de calmer notre esprit des regrets du passé et des peurs du futur pour qu'il puisse agir. La troisième, c'est des mental habits, comme par exemple le perfectionnisme. Le perfectionnisme, si vous voulez casser votre résilience, soyez perfectionniste. Donc, il faut être plutôt pragmatique, plutôt satisfying. Même n'importe quel résultat, il faut le célébrer, ce résultat-là. Il faut avec Sitar, lorsqu'on a commencé avec le Covid, il s'agissait de prendre des décisions pour vraiment être résilient.
comme entreprise, comme école d'ingénieurs, être résilient face au Covid. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez, je me rappelle exactement cette phrase, il a dit que vous avez toute l'autorité de commettre des erreurs. Toute l'autorité de commettre des erreurs. Essayez. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous punir pour ces essais-là. Vous avez toute l'autorité de commettre les erreurs, mais s'il vous plaît, ils ne font pas répéter la même erreur deux fois. C'est tout ce qu'on nous a demandé. Ça vous met dans un état non stressant pour pouvoir avancer. C'est pas le perfectionnisme qu'on cherche, mais on cherche l'efficience et l'efficacité. Le quatrième point, c'est le take-off. On a besoin de se reposer. On peut pas travailler au fil de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Non. Pour avoir cette raison, il faut savoir se reposer. Se reposer tout au long de la journée. Il faut offrir des petits moments de repos. Lorsque vous trouvez un employé deux employés en train de discuter, ils sont peut-être pas en train de perdre du temps. Bien sûr, s'ils le font toute la journée, ça, c'est autre chose. Mais ils ont besoin de sortir un tout petit peu du cadre de travail pour être plus performants parce qu'on peut pas se concentrer 3, 4, 5 heures de suite. Et si vous croyez que vous êtes en train de gagner du temps, non, vous êtes en train de perdre du temps parce que nous avons besoin de ces micro-coupures durant la journée, une coupure durant la semaine pour s'arrêter et une grande coupure durant l'année. Et avec ces 4 choses-là, on peut aujourd'hui améliorer notre résilience sur le volet individuel, sur le volet équipe et l'organisation. Aujourd'hui, dans les bouquins de management et de la recherche, on parle de l'entreprise résiliente. L'entreprise résiliente, elle ne peut qu'être bien composée que par des employés résilients. Et celui qui est responsable de tout ça, principalement, qui a ce rôle-là, c'est le leadership. Et le leadership aujourd'hui, il doit être un leadership par la compassion, par la bienveillance, pour offrir ce cadre de résilience au sein de l'entreprise. Merci, Silam. Merci, mesdames et messieurs, pour tous ces témoignages, pour tous ces échanges. Je crois qu'ils ont donné des messages à nous tous, quelle que soit notre casquette. Alors, responsables d'entreprise, managers, leaders, alumni, ingénieurs, nous avons tous des pistes sur lesquelles nous devons travailler à partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. Et j'espère que ça vous a permis d'éclaircir des points sombres par rapport à ce bien-être et cette psychologie positive de laquelle on doit être doté pour pouvoir terminer le chemin en étant heureux. Merci à vous.